Nous sommes le 1er juin 2025 à Santiago del Estero. Devant 30 000 personnes, le club Atlético Platense bat Huracan et remporte le premier titre de champion d'Argentine de son histoire. Pourtant, le club est loin de réaliser une saison parfaite. En réalité, Platense termine 21e sur 30 au classement général en fin de saison. Si vous pensez que je suis devenu fou ou que ce que je vous raconte n'a aucun sens, attendez juste un peu. Parce que cet exemple n'est pas une anomalie en Argentine. C'est le symptôme d'une ligue où les champions ne sont pas premiers et où les derniers ne sont pas toujours relégués, avec un format qui change presque tous les ans. Bienvenue dans Muscle ton jeu, et dans cet épisode, on va plonger dans le chaos du football argentin, avec ses clubs mythiques, ses intrigues politiques et son fonctionnement qui reste incompris au sein même du pays. Pour commencer, il faut parler du mode de fonctionnement particulier des clubs argentins, car la plupart des clubs n'appartiennent pas à des propriétaires privés, mais à leurs socios, c'est-à-dire à leurs supporters qui payent une cotisation et reçoivent en échange le droit de voter pour élire le président du club. Des institutions comme Boca Juniors, River Plate ou San Lorenzo fonctionnent donc comme des véritables démocraties internes, avec des campagnes électorales, des promesses et une pression constante du résultat immédiat. À Boca, Juan Román Riquelme a été élu président après avoir bâti toute sa légitimité sur son statut d'idole du club, en promettant, je cite, de rendre Boca au peuple. Le problème, c'est que dans ce système, une relégation ne signifie pas seulement un échec sportif, elle entraîne presque toujours la chute politique du président. L'exemple le plus marquant reste Daniel Passarella, légende du football argentin dont la présidence à River Plate s'est terminée dans le chaos après la relégation de 2011, au point qu'il a dû quitter le stade sous escorte policière. Résultat, dans un football où descendre c'est perdre le pouvoir, chaque président vote à la fédération pour des formats plus protecteurs, moins de relégations et des règles modifiées en urgence. La première division argentine ne fonctionne donc pas seulement comme un championnat, mais comme une assemblée politique permanente où la survie immédiate passe avant toute vision à long terme. Les socios veulent des résultats maintenant, pas dans 5 ans, et les présidents gouvernent en conséquence. Maintenant qu'on a posé les bases de ce qu'est le football de club en Argentine, je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement actuel du championnat en étant le plus clair possible. Je précise bien actuel car comme on va le voir plus tard dans cette vidéo, ce format est très régulièrement modifié. Mais juste avant, si vous appréciez ce genre de contenu qui cherche à expliquer le football au-delà des résultats, je vous invite à vous abonner à la chaîne. À l'heure actuelle, la Primera División compte 30 équipes, ce qui est déjà bien supérieur à la plupart des divisions d'élite dans le monde. Mais ces 30 équipes sont en fait divisées en deux poules de 15 et la répartition ne se base sur rien d'autre que l'appréciation de la fédération. À partir de là, chaque équipe va s'affronter une seule fois par phase. Vous allez me dire 15 équipes par poule, donc 14 matchs. Et vous auriez raison si cette ligue faisait sens, mais les Argentins aiment bien compliquer les choses. En plus des 14 matchs dans leur poule, les équipes jouent aussi 2 matchs contre des équipes de l'autre poule, dont au moins un classico interzonal. En gros, peu importe le classement, on sait que Boca Juniors et River Plate, qui ne sont pas dans la même poule, vont s'affronter. Pareil pour Rosario Central et Newell's Old Boys. Le but de ces matchs, c'est surtout de créer un engouement pour augmenter les droits télé, en garantissant des matchs à fort enjeu chaque saison. Mais revenons à notre explication. La saison commence en janvier, chaque club joue donc 16 matchs par phase, et il y a 2 phases dans la saison, et donc 2 titres de champion. Mais alors, comment on fait pour devenir champion en Argentine ? Eh bien, au terme de chaque phase, on prend les 8 premiers de chaque poule et on les fait participer à un tournoi. On commence en 8e de finale avec le premier du groupe A qui affronte le dernier du groupe B et ainsi de suite. Le club qui remporte la finale est nommé champion national, comme ça a été le cas pour Platense en 2025, qui était pourtant 6e de la poule B à l'issue de la phase de groupe. Normalement, vous avez maintenant compris le système, qui se répète pour la deuxième partie de saison, mais en changeant la répartition des équipes dans les deux poules, sinon ça serait trop simple. Ah, et bien sûr, j'ai pas encore mentionné l'existence de la Coupe d'Argentine et de la Coupe de la Ligue, qui ont évidemment lieu en même temps que la saison et dont les vainqueurs affrontent le champion d'Argentine. Sauf qu'il y a évidemment plusieurs champions, donc ça ajoute encore à la confusion. Maintenant, vous allez me dire, avec toutes ces poules et ces phases différentes, comment on détermine qui est relégué ? Et c'est là qu'on rentre vraiment dans les problèmes. Jusqu'ici, c'est particulier, parfois injuste, mais encore compréhensible. Là où tout devient vraiment bizarre, c'est quand on parle de relégation. Pour ce système, déjà, on utilise les points marqués lors des phases de poule uniquement et pas pendant les playoffs. On établit donc un classement de 1 à 30 basé sur ces points qui cumulent les 2 phases et les 2 groupes. Sauf que là où dans un monde normal, les 2 derniers ou les 4 derniers seraient relégués, en Argentine, c'est pas toujours le cas. Car en 1983, la fédération argentine a mis en place ce qu'on appelle le Promedio. En gros, au lieu de reléguer les équipes par rapport à la dernière saison, on fait une moyenne des points sur les 3 dernières. Officiellement, c'est fait pour récompenser la régularité. Officieusement, ça protège surtout les gros clubs historiques en cas de saison catastrophique.
J'ai mentionné tout à l'heure la relégation de River Plate en 2011, qui a été vécue presque comme un drame national pour un club historique qui compte plus de 300 000 socios. La fédération veut à tout prix éviter que cela se reproduise et fait tout pour éviter la chute des gros clubs. Car malgré un fonctionnement démocratique, la quasi-totalité des clubs vivent au-dessus de leurs moyens, à l'image des clubs privés. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a personne pour réinjecter du capital quand ça va mal. Entre l'inflation, la dévaluation du peso, les dettes accumulées et les droits télé relativement faibles, beaucoup de clubs sont structurellement très fragiles. Une relégation, c'est pas seulement une humiliation sportive, c'est souvent une menace directe pour la survie économique d'un club. Résultat, la fédération s'adapte et change ses règles en fonction des saisons pour éviter de voir disparaître ces clubs historiques, aussi mal gérés soient-ils. En 2015, alors que la Ligue a un fonctionnement plus ou moins normal avec 20 clubs qui s'affrontent en deux phases, San Lorenzo, Independiente et Argentinos Juniors sont en fâcheuse posture dans le classement. Au moins un, voire deux de ces clubs historiques et populaires vont être relégués. La fédération décide donc, dans le plus grand des calmes, de passer la première division de 20 à 30 clubs en gelant les relégations et avec des promotions massives. Rebelote en 2021 où elle utilise le prétexte du Covid pour éviter la relégation de Newell's Old Boys, un club historique fondé en 1903. Entre-temps, on aura eu droit à des ligues à 30, 28, 26 et 24 équipes, pas dans l'ordre évidemment. Dans les développements récents, on peut noter que la Ligue a décidé d'accorder un trophée à l'équipe qui termine première du classement général basé sur les matchs de poule, puisque Rosario Central a été couronné champion en novembre dernier, alors même qu'ils n'ont remporté aucun des deux tournois de l'année. Ouais, du coup, ça fait bien 3 champions différents sur une seule saison. Officiellement, ces réformes elles sont justifiées par la compétitivité, l'attractivité ou le calendrier. Officieusement, et tout le monde le sait en Argentine, l'objectif est presque toujours le même. Diluer les risques, protéger les clubs historiques et éviter un nouveau traumatisme comme celui de 2011. Évidemment, ce fonctionnement il est loin de faire l'unanimité en Argentine. Les médias et certains anciens joueurs critiquent régulièrement ces formats qui changent sans arrêt, ce championnat devenu presque impossible à expliquer et cette impression que les règles sont réécrites dès que la situation devient trop dangereuse pour certains clubs. Mais dans le même temps, une grande partie des supporters s'y est habituée. Pas forcément parce qu'ils trouvent ça juste, mais simplement parce que le chaos fait partie de l'ADN du football argentin. Ici, l'instabilité n'est pas vécue comme une anomalie, mais comme une norme. Le format change, les règles évoluent, les saisons se bricolent et malgré tout, les stades continuent de se remplir partout dans le pays. La meilleure preuve de cette relation presque irrationnelle entre les Argentins et le football, elle se trouve dans les tribunes. Vous avez sûrement déjà vu des images de la Bombonera et du Super Classico entre River et Boca, mais cette ferveur incroyable, on la retrouve aussi hors de Buenos Aires, à Rosario, à San Lorenzo ou à Avellaneda. En Argentine, un pays qui est instable économiquement et socialement depuis plusieurs décennies, le football c'est un vrai exutoire. Un endroit où on peut relâcher la pression, hurler, exister collectivement avec un club qui nous représente. Et quand cet exutoire est aussi puissant, il déborde parfois. Depuis plus de 10 ans, les supporters adverses sont interdits de déplacement dans la majorité des matchs, tant les tensions et la violence ont longtemps dépassé le cadre du sport. Et ce chaos généralisé, on le ressent évidemment dans la manière de jouer des Argentins. Dans un pays où plus ou moins un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, le football est l'un des rares ascenseurs sociaux encore crédibles. Les jeunes apprennent à se confronter, à survivre au duel physique constant, mais surtout à jouer sous pression, avec parfois la responsabilité d'une famille entière sur leurs épaules dès l'adolescence. Et c'est précisément ce contexte qui explique la capacité des clubs argentins à produire, année après année, des joueurs immédiatement prêts pour le très haut niveau, malgré des infrastructures souvent vétustes et des moyens bien inférieurs à ceux des grands centres européens. On est loin des centres de formation à la IDV, mais les joueurs argentins arrivent au sommet déjà forgés mentalement, habitués à la pression, à l'adversité et à l'urgence de réussir. C'est pas un hasard si beaucoup d'entre eux s'adaptent rapidement à l'intensité du football européen, ils n'y découvrent pas la difficulté, ils la reconnaissent. Et cette capacité à produire des joueurs prêts très tôt n'est pas seulement une réussite sportive, c'est surtout le levier principal de survie financière des clubs argentins. Faute de droits télé élevés, d'investisseurs ou de stabilité économique, la vente de jeunes talents vers l'Europe ou d'autres marchés devient une nécessité vitale. Chaque génération doit produire un joueur capable d'être vendu pour payer les dettes, équilibrer les comptes et permettre simplement au club de continuer à exister. Quand Boca Juniors vend Carlos Tevez au Corinthians pour une somme record en 2005, l'argent touché sert principalement à éponger des dettes urgentes et à assainir les finances. Pour Argentinos Juniors, la vente d'Alexis McAllister permet avant tout de maintenir en vie un centre de formation en grande difficulté. En Argentine, les gros transferts ne sont pas des victoires, mais plutôt des sursis qui permettent de tenir une saison de plus. La ligue entière est entraînée dans cette fuite en avant qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Le football argentin n'est pas un accident. C'est un produit de son environnement, un système façonné par l'instabilité, la passion et la nécessité de survivre, un football parfois absurde, souvent injuste, mais toujours vivant. Si vous avez d'autres idées de championnats un peu fous ou avec un fonctionnement bizarre, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, de mon côté j'en ai déjà quelques-uns en tête pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt et surtout... Muscle ton jeu.